Nouvel épisode des coulisses d'entrepreneurs où je reçois cette fois quelqu'un que j'aime beaucoup, un ami, je le connais depuis très longtemps, il m'a donné envie d'entreprendre. Il s'appelle Mathieu Stéphanie. Alors évidemment, vous le connaissez déjà, c'est le plus grand podcasteur business de France. Il va nous préciser le nombre d'écoutes mensuelles. Moi, dans les derniers chiffres que j'avais 500 000 écoutes mensuelles. Je l'ai connu à une époque où il me proposait d'acheter des cartes de visite en métal. Est-ce que tu t'en rappelles, Mathieu? Salut Mathieu. Oh là là, tu commences bien, tu veux mettre 6 pieds sous terre, c'est beau. Non, c'était une belle expérience. Oui, je m'en souviens, bien sûr, je dois en avoir quelque part par là. Ouais. Mais oui, mais moi c'était un super souvenir. Je me souviens du premier café qu'on a pris rue de Cléry dans le 2e arrondissement à Paris. À l'époque, moi j'avais une boîte qui marchait pas du tout et je sais pas comment on s'était contacté, mais on prend ce café et tu m'expliques tes différentes aventures entrepreneuriales. À l'époque, tu avais, si je résume, monté une start-up dans le domaine de la presse. Ouais. Tu avais Citizenside, ouais. Citizenside, tu avais levé des fonds et tu l'avais revendu, mais c'était une expérience dont tu n'étais pas sorti super content. Exactement. C'était un master dans le dur, tu vois. Je pense que c'était mieux qu'un master, mais j'ai appris plein de choses. Après, j'ai pas pris ce que j'aurais espéré par rapport au travail fourni, tu vois. Bon, mais... T'avais été employé avant. Toi, t'as commencé en étant employé chez Métro. 3 ans, 4 ans, ouais. Chez Métro, c'est ça? Ouais, le quotidien gratuit, exactement. Ouais, le quotidien gratuit. Et ensuite, donc à l'époque où on se rencontre, il y a 4 ans, je crois. Oh non, beaucoup plus. Presque 10, hein, je dirais. Enfin, 7-8 ans. Alors, toi et moi. Ouais, alors sur les cartes de visite en métal, c'est un business qui a 7-8 ans. Hein. Ouais, mais toi et moi, on s'est pas rencontrés à 7-8 ans. On a dû se rencontrer il y a 4-5 ans. Alors, J'avais déjà commencé mon podcast ou pas? Tu venais peut-être de le commencer. C'était Okay. peut-être au tout début. Mais je me souviens de t'avoir connu à cette époque où ton agence que tu as présentée, Cosa Vostra, existait. Le podcast était naissant. Mais tu étais pas encore ce que tu es aujourd'hui, quoi, un des plus grands podcasteurs de France. Présente-nous un peu toutes tes activités. Mais déjà, détrompe-toi, si je peux commencer comme ça, mais j'étais exactement comme je suis aujourd'hui. J'ai pas changé, ça c'est important. Je suis toujours un gros baroudeur du business, tu vois. Ce que j'aime, c'est l'aventure, c'est créer des choses, c'est tester des choses, c'est rencontrer des gens. Et tu vois, c'est se dire, comme on l'avait juste avant de commencer ce show-là, tu vois, de se dire, ah tiens, tu fais ça et moi je fais ça, mais ensemble on pourrait faire ça, on pourrait acheter un sous-sol pour faire ce truc, tu vois, ça, en fait, moi, je m'éclate quand je fais ça. Et quand je fais ça, je travaille pas, en fait. Je m'amuse et j'aime passer ma vie, mon travail, ma vie à m'amuser, en fait. Et tu vois, quand j'ai ma vie perso et que je suis pas là-dedans, bah je m'ennuie. Bah, c'est pareil, tu vois. Donc j'aime vraiment être toujours dans une création, une créativité, et c'est ce qui m'éclate. Je réponds pas à ta question qui était, du coup, tu veux que je t'explique ce que je fais? J'aimerais avoir à la fois le panorama de toutes tes activités actuelles. Ok. Et après, je voudrais t'interroger sur ce que tu as fait dans cette période un peu de transition entre ta première aventure entrepreneuriale et puis cette vie que tu as aujourd'hui. Tu connais le terme polymath? Ouais. Polymath, je vois plein de gens aux États-Unis en parler, des personnes comme Tim Ferriss. J'ai l'impression que ça peut se traduire par multipotentiel. C'est les personnes qui ont plein d'activités. Aujourd'hui, toi, tu as plein d'activités. Lesquelles? Alors, je commencerai par très rapidement, hein, dans ma vie privée, j'ai un rôle de mari et de papa qui m'occupe déjà pas mal de temps, en plus de faire pas mal de sport. J'ai l'impression qu'on a ça aussi en commun, Alex. Et après, au niveau professionnel, je gère pas mal d'activités, différentes activités. Bon, j'ai mes podcasts qui sont un peu la face visible, donc Génération Do It Yourself, qui est le plus gros, et La Martingale, qui est devenu un très gros podcast aujourd'hui sur les finances perso, sur lequel je me régale également. Cosa Vostra, dont tu as parlé, qui est une agence digitale, qui est probablement celle qui grossit le plus depuis quelques années. On est près d'une centaine de personnes à Paris, à Lyon, à Londres, à Bordeaux et à Tunis. Autour de ça, tu vois, on a des activités immobilières, donc on a acheté nos bureaux à différents endroits. Donc voilà, Paris, à Bordeaux. À Paris, à Bordeaux en particulier. On cherche à Tunis en ce moment. On va chercher à Londres pour plus tard dans l'année. Donc voilà, ça paraît un peu anecdotique, mais ça prend du temps. Et en plus, ça t'apprend plein de choses. C'est fulgurant l'immobilier. Et en plus de ça, on crée des business tous les ans.
un ou deux par an, en tout cas minimum un, ça c'est sûr. Là en ce moment, je suis sur un business qui s'appelle Alvo.market, qui est un business pour acheter et vendre des entreprises. On veut créer une sorte de bon coin des ce qu'on appelle les small caps, les toutes petites entreprises, les TPE. C'est pas toutes petites entreprises, c'est pas le bon acronyme, mais les très petites entreprises, les de 50 000 à 5 millions en gros en termes de valeur. Et ça va être lancé d'ici l'été. L'année dernière, c'était Orso Média, qui est un MCN de podcasteurs, La Moisson aussi. Précise que c'est un MCN pour ceux qui nous écoutent. En gros, l'idée, c'est un multi-channel, c'est un label. On va prendre plein de podcasteurs qui généralement sont très forts pour créer du super contenu. Donc, c'est même des créateurs plus que des podcasteurs, parce que tu peux être sur TikTok, sur YouTube. La plupart savent très bien créer le contenu, mais ils savent pas monétiser. Moi, mon premier job, c'était dans les médias. Je te disais Métro International. Là où j'étais fort, c'est de faire tout ce qui était créatif autour de la pub, pas les pages toutes simples, mais vraiment ce qu'on appelle les opérations spéciales. Et donc l'idée, c'est plus de dire à tous ces créateurs de contenu, moi je vais t'aider à monétiser tout ça, je vais te laisser te concentrer sur ton contenu et je vais trouver des marques qui te correspondent. Et d'ailleurs, tu vas même m'aider à trouver les marques, parce que tu vas me dire avec qui tu veux travailler, parce que il y a rien qui marche mieux que quelqu'un qui va promouvoir une marque, tu sais de quoi je parle, mais qui l'aime. Et tu vois, moi, si demain tu me proposes il y a des podcasteurs américains, ils vont parler de viande de barbecue, ils vont parler de bière, ils vont parler de, moi, je pourrais parler de bière quand même, mais tu vois, ils vont parler de jet qui nettoie tes fesses quand tu vas aux toilettes. Tu vois, je me verrais mal faire un truc comme ça sur un de mes podcasts. Sachant que toi, d'ailleurs, on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est une de tes forces. T'as réussi à monétiser ton podcast efficacement, assez tôt, tu nous raconteras. Exactement. Mais je fonctionne du coup sur du sponsoring. C'est pas de la pub. C'est très différent. C'est-à-dire que moi, je vais voir des sponsors que j'aime. Je leur dis, je vais donner un message. Ouais, je peux en citer un ou pas? Vas-y, bien sûr. Tu vois, et un avec qui je bosse pas. Enfin, pas encore au moment où je travaille, où je te le dis, tu vois. Mais je vais voir les vélos cow-boy. Et je leur dis, je kiffe vos vélos, j'aimerais vraiment qu'on bosse avec eux. Pour l'instant, ils m'ont dit non, tu vois. C'est comme cette meuf, tu vois, au lycée ou pendant tes études, ils me rejettent, tu vois. Et je leur dis, mais je kiffe ce que vous faites. Vos vélos, t'as un vélo cow-boy? Non, je l'ai pas encore, parce que je voudrais le faire, mais je les vois, j'en ai essayé plusieurs, j'ai des potes qui en ont, et moi, je suis en scooter. Je leur dis, mais regardez, je vais vendre mon scooter, je vais faire l'expérience, je vais vivre ce truc et je vais raconter ça à ma communauté. Et je sais que ça va marcher. Je fais plein de vélos parce que je fais du triathlon. Je voudrais vraiment passer à tout ça. Et tu vois, je les drague pour aller là-dessus. Et pour l'instant, ça marche pas. Mais en fait, je sais que si ça marche, je vais m'éclater. Et pour eux, ça va être super. Donc, c'est vraiment ce match que j'essaye de faire. Et il y a plein de marques qui viennent vers moi. Je leur dis non, je suis désolé, mais j'ai pas trop envie de faire la promo tu vois, de telle banque très traditionnelle, dans laquelle je crois pas forcément. Et d'ailleurs, on rentre directement dans le détail, mais c'est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu dans la communauté Live Mentor. Quelque chose que j'adore dans la manière dont tu monétises Génération de It Yourself, c'est que tu présentes toi-même ton sponsor, tu donnes ton avis et on sent que ça vient de tes tripes, on sent que tu l'aimes ce sponsor, on sent que tu l'as testé. Tu le fais au début du podcast, à la différence d'autres podcasts qui vont par exemple interrompre au bout de 20 minutes l'épisode et là il y a une page de pub comme à la télé qui est pas dite par eux, c'est vraiment quelque chose qui coupe. C'est ça. Voilà. À la limite, tu vois, à un moment, on réfléchit à se dire, il pourrait y avoir au bout de 30 minutes un tout petit truc. En fait, tout dépend dans le deal que tu as avec tes auditeurs. Si tu leur dis, moi, je te propose une version payante, t'as pas de pub, une version gratuite dans laquelle tu auras un peu de sponsoring comme ça et je te fais une redite au bout de 30 minutes. Pourquoi pas? Je suis pas encore prêt, mais je me dis, tu vois, faut jamais dire jamais. En revanche, de la pub dite par quelqu'un d'autre, pour moi, ça a très peu de valeur. Moi, je préfère vraiment apporter ça, et c'est ce qu'on fait avec Orso Média. C'est on accompagne les créateurs de contenu pour bien faire du sponsoring, pour garder beaucoup de valeur. Parce qu'évidemment, quand je recommande quelqu'un, en fait, moi, mon deal, c'est quoi? C'est dire à un de mes sponsors, regarde, moi, je passe ma vie à dire que tes vélos cow-boy, ils sont cool à mes potes. Ça, c'est gratuit. Mais si tu veux que je le dise aux quelques centaines de milliers de personnes qui m'écoutent, c'est payant, c'est normal. Tu vois, mais en revanche, ça vient des tripes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, quand tu arrives à respecter ça et pas avoir tous les jours une crème, le lendemain son concurrent, comme tous ces Instagrammeurs à Dubaï, si tu veux, il y a un moment où, en fait, t'es crédible. Donc, t'apportes plus de valeur et d'impact. Alors, on reviendra sur le podcast dans un instant. Mais donc, pour résumer, tu as une agence de communication digitale, 2 podcasts. Et de dev, c'est important. Et de dev. On a beaucoup de dev. Vous faites des sites internet. 2 podcasts, de l'immobilier,
un MCN, donc une agence qui permet à des créateurs de contenu de monétiser leur audience. Une entreprise qui va bientôt être lancée qui permet d'acheter et de vendre des sites internet. Ouais. Est-ce qu'on a tout dit ou est-ce qu'il y a encore d'autres activités dans la galaxie Mathieu Stéphanie? Non, quand je cherche, je trouve toujours. Hein, il y a la moisson qui aide les femmes à se faire augmenter. Ça, c'est géré par l'INA. Il y a quelques startups qu'on est en train de créer ou sur lesquelles on travaille, mais la plupart des autres, on les a quand même revendus. Donc, je pense qu'on est quand même assez large. Et tu fais aussi Business Angel. Oui, j'investis évidemment. T'as investi dans des startups, t'as investi dans 10, 20? Ouais, je crois que c'est 14 sur les 15 derniers mois. Je me calme un tout petit peu là parce qu'en fait, j'ai plus le temps. Alors là, pour le coup, on m'envoie beaucoup de dossiers. Ouais. C'est un des projets que j'ai en tête, tu vois. On m'envoie beaucoup de dossiers. Je suis très avenant. J'adore ça, donc j'ai envie d'y aller quasiment dans chacun. Et j'ai pas le temps de faire de l'analyse comme je le faisais avant. Ce que j'aimerais, c'est créer un club deal dans lequel, avec des gens comme toi, mais dans lequel on aurait des analystes. Parce qu'en fait, ce qui est fou, et c'est là où c'est drôle quand t'es créateur de contenu comme toi et moi, c'est je reçois beaucoup de dossiers et j'ai beaucoup de gens qui me disent Mathieu, fais croquer. Vas-y, viens, je veux monter avec toi sur tes dossiers parce que j'ai fait des beaux invests déjà. Et en fait, tu te dis attends, j'ai l'offre, j'ai la demande, des gens qui ont de l'argent, des gens qui en ont besoin. Je suis au milieu, j'ai pas le temps. C'est ridicule, tu vois. Et en plus, il y a des deals qui font que ça pourrait être aussi intéressant pour moi et intéressant pour tout le monde. Tu connais l'histoire de carried interest, peut-être. En gros, tu vas dire, tu vas prendre une toute petite commission au passage, mais surtout si jamais l'investissement est bon, toi tu vas prendre 20% de la plus-value. Donc finalement, ceux qui investissent, ils ont pas accès à ces deals. Ceux qui cherchent de l'argent, ils cherchent de l'argent. Toi, tu fais le matchmaker et tu prends ton cut que si ça marche. Ça, il faudrait que je le crée, mais j'ai pas le temps et j'ai pas les bonnes personnes. Et on peut préciser à l'audience que un peu le père des podcasteurs, Tim Ferriss, qui père des podcasteurs et puis un peu moi je l'appelle le père de la création de contenu sur Internet. C'est celui qui m'a inspiré à écrire des articles de blog. On peut rappeler il s'est mis en pause depuis quelques années sur cette activité, mais il a eu une activité très active de business angel. Ouais. Dans Uber, je crois. Dans Spotify, dans tout un tas d'entreprises. Et il a bien prouvé que la création de contenu, le fait d'avoir sa propre communauté, ça génère des opportunités. Quand on a un média comme toi, on reçoit beaucoup plus d'opportunités d'investissement que si on a un business angel qui a juste un profil LinkedIn, pour résumer. Exactement. Et il fait partie, avec un profil LinkedIn, tu peux faire des belles choses déjà, hein, mais il fait partie de ces gens qui te montrent, comme Naval Ravikant, comme plein de gens comme ça, que tu peux clairement créer du business à somme positive. T'es pas obligé d'avoir quelqu'un qui perd quand quelqu'un gagne, en fait. Tu peux avoir tout le monde qui gagne. Et ça, c'est hyper intéressant parce que en France, on a vraiment beaucoup de mal à croire à ça. Le business à somme positive, tu vois, ça paraît trop cliché, vraiment des trucs de bourrin, mais dire 1 + 1 = 3, dans plein d'aspects du business, c'est complètement jouable. Moi, je l'ai fait plein de fois et je trouve ça assez extraordinaire. Et alors, justement, donc, sur toutes ces activités, parfois tu es seul, parfois tu as des associés, parfois tu as peut-être un dirigeant, une dirigeante, toi tu as toutes les parts et la personne est employée de la structure. On est d'accord que tu as des modes d'opération très différents selon les cas. Ouais. Comment tu arrives à jongler entre tout ça? Alors, j'ai quasiment toujours des associés, presque dans tous les business. Bon, il y a un business dans lequel j'ai pas d'associés, c'est une sorte de holding, t'appelles ça comme ça fait un peu vieux et pompeux, mais voilà, ma structure à moi, qui s'appelle Stéphanie & Co, mais en fait c'est Stéphanie & Solo, tu vois, en vrai. Et puis là-dedans, j'ai juste ma productrice de génération do it yourself, Juliette, qui travaille avec moi, et quelques freelances. Mais ça, c'est vraiment ma structure perso dans laquelle j'ai génération do it yourself et toutes mes activités d'investissement. Après, sur tout le reste, j'ai quasiment toujours des associés, parce que l'intérêt d'être dans cette économie des créateurs, the creators economy, comme on dit, c'est vraiment de se dire, ok, moi je crée de la visibilité, je crée des contenus, je crée, de la créativité même quelque part, du réseau, et je vais réussir grâce à ça, comme je le disais tout à l'heure, entre des investisseurs et des gens qui cherchent de l'argent, à faire quelque chose de très positif. Comment je réussis à agréger des gens autour de moi là-dessus, c'est la question. Et comment aussi tu réussis à agréger des gens super smart, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que tu vois, moi sur ce genre j'y arrive petit à petit, mais sur ce genre de business,
je suis en concurrence avec potentiellement en termes de recrutement, hein, des Google, des Rothschild. Moi, je veux des gens qui sont des monstres, tu vois, des associés qui se disent, et c'est pas aussi prestigieux de travailler dans des TPE comme ça, etc., que dans certains grands groupes, tu vois, à se dire, mais qu'est-ce que tu vas bricoler avec Alexandre Dana ou Mathieu Stéphanie, tu vois ce que je veux dire? Et alors, t'aurais un exemple d'une association récente dont tu es heureux? Typiquement Orso Média, donc ce MCN. Ouais. Je suis allé chercher, c'est un peu présomptueux. En tout cas, j'ai eu un jour un coup de fil d'une connaissance qui est pas vraiment un de mes potes, qui est un type avec qui on s'était retrouvé dans un mariage, on avait bien accroché, qui s'appelle Christopher Siminelli. Et puis on avait gardé contact de près de loin. Et c'était l'ancien patron de BFM Business. Il était directeur général délégué de BFM Business. Donc il avait remplacé au moins à titre temporaire, mais les autres patrons. Et c'était le patron de 01net. Donc, il connaît bien le monde des médias. Il connaît bien le monde des médias, il connaît bien le monde des créateurs, voilà. Puis il m'appelle il y a un peu plus d'un an et il me dit, ouais Mathieu, j'ai des idées de business. Donc tu vois, là j'attire à moi des gens qui veulent faire du business par mes contenus, voilà. Et puis il me propose ces trucs et honnêtement, je sais plus du tout ce que c'était parce que moi j'avais déjà cette idée de MCN. Et puis je l'écoutais pas vraiment, pour être honnête. Et parce que quand il m'a appelé, j'ai senti le signal qui était de me dire il veut créer un truc. Je me suis dit c'est bon, je sais ce qu'il va faire, je sais ce qu'on va faire ensemble. J'ai le truc parfait quoi. Et c'est le match parfait quoi. Avec Christopher, c'est le match parfait parce que en fait il gère tout, mais beaucoup mieux que ce que je le ferais en fait. Ouais. Tu vois, il arrive à faire venir du monde, il arrive du côté des podcasteurs, il arrive à faire venir du monde du côté des employés, à recruter des gens qui viennent potentiellement de GAFA et de gens comme ça. C'est ça, on a cette attractivité sur ce type de business. On les associe aussi souvent à la marge, mais voilà, et à faire venir des sponsors. Donc, et moi, je fais venir des sponsors aussi par cette espèce de rayonnement business que j'ai. Donc, en fait, ce truc, tu vois, encore une fois, un truc à somme positive. Mais c'est quoi tes règles d'association? Alors après, tu me dis évidemment s'il y a des choses confidentielles qu'on peut pas partager, mais par exemple, tu t'associes avec ce type qui a quand même un background de dingue. Vous avez tous les deux envie d'entreprendre, sauf que toi, tu sais que tu vas pas être à temps plein parce que tu as plein d'autres activités. Alors, il y a un truc, c'est que moi, j'avais déjà Génération Do It Yourself et la Martingale, mais Génération Do It Yourself, surtout qui générait déjà pas mal de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, du coup, moi, j'apporte quand même en cash. Je signe un contrat avec Orso Média. Le contrat d'Orso, c'est 30% du revenu. C'est comme ça. Parce que t'es pas sur... tu vois, souvent, on va parler de 10% sur des acteurs qui gagnent des millions, des dizaines de millions. Dès que t'es sur des sommes potentiellement un peu plus faibles, bon, c'est 30%, mais en revanche, il fait pas mal énormément de choses pour toi, ok? Donc moi, je vais déjà générer chez lui un business annuel en centaines de milliers d'euros. Oui. Tu rajoutes la Martingale, tu rajoutes 2-3 créateurs et 2-3 podcasts qu'on produit autour, et puis il y a déjà de quoi commencer. Donc nous, moi, j'apporte déjà un truc très très concret, quoi. Ouais. Lui, ce qu'il apporte généralement, c'est qu'il part. Alors là, en l'occurrence, c'était pas une rupture conventionnelle, ça devait être un plan de départ volontaire. Donc il part avec un peu d'argent et puis du chômage, de l'aide à la création d'entreprise. On crée la boîte, chacun apporte ses trucs, et voilà. Nous, notre règle, c'est qu'on essaye. Moi, ma règle, c'est que j'essaie d'être majoritaire par le biais d'un nombre de holdings, voilà, pour faire en sorte que on puisse valoriser un peu tout ce qu'on fait au quotidien et mon job de créateur de contenu. Et après, si les business explosent, j'essaye d'être juste. C'est super intéressant ce que tu partages. Hein. Je me fais juste une petite digression parce que moi, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui sont à la tête de grandes communautés. Ouais. Et qui, du coup, ont plein d'opportunités autour d'eux et souvent vont sur ces opportunités en essayant d'avoir 4%, 5%, mais en faisant rien. C'est-à-dire que le modèle mental de beaucoup de créateurs à la tête de belles communautés, c'est ma communauté, elle me permet d'avoir accès à des opportunités. Moi, je veux surtout pas y consacrer du temps. Je vais prendre 5%, 6%, 10% par-ci par-là en échange d'un peu de visibilité dans ma communauté. Et généralement, ça crée des deals où tout le monde est un peu frustré, ou comme le créateur de communauté met pas beaucoup de temps, le business a du mal à décoller. Ouais. L'autre, il se dit mais je reçois rien. Et le créateur de communauté, il reçoit pas, le business lui apporte rien in fine. Toi, ce que tu dis, c'est non, en fait, moi, je vais amener ma visibilité, de l'argent, des contrats, plein de choses, plein d'autres actifs que 100% de mon temps. Et par contre, je mets une personne non pas à la marge de la cap table, je la mets à 45%, 40% whatever.
et si on décolle, on peut réévaluer le deal ensemble. Là, je peux te le dire, sur Orso, de mémoire, en gros, le deal avec Christopher à l'origine, moi, j'ai donc eu une holding qui s'appelle Padrino, qui est juste en dessous de ma holding, donc qui détient, elle, Cosa Vostra. Et lui, je lui ai dit, il me semblerait juste, vu ton expérience et la mienne, dans Padrino, j'ai 50% des parts, d'accord? Et Padrino, en gros, est actionnaire à 66,66% de Orso. Parce qu'il me semblait juste de dire à Christopher, toi et moi, on a autant de parts. Ouais. Et mes associés dans Padrino, qui sont mes cofondateurs, qui sont là, je suis là grâce à eux. J'ai pu créer Génération Do It Yourself et tout ça aussi grâce à eux, parce qu'on a créé tout ce qui va autour, nos différentes boîtes, etc. Tous ensemble. Bah, ils sont avec moi à 50% et c'est le package, tu vois. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà, c'est 3 tiers. Un tiers Christopher, un tiers moi, un tiers mes associés à peu près. En gros, c'est par jeu de voilà. Juste, je finis un truc là-dessus qui est important, c'est que moi, ce que je considère, c'est que souvent au tout début, quand tu crées ces boîtes-là, tu dois mettre beaucoup d'énergie. Si t'as 4%, t'en mettras pas beaucoup. Donc moi, je mets beaucoup de ce qu'on appelle du skin in the game, de la peau dans le jeu, quoi. Je transpire, j'y vais à donf. Mais petit à petit, je m'extrais du game. Alors, ce qui est difficile là-dessus, c'est que quand tu t'extrais un peu, il y a on va dire, un phénomène assez humain qui arrive. Tu vas dire, ouais, mais c'est plus toi qui crée la valeur, donc il faut que tu perdes de tes parts. Et là, tu dis, toi, quand t'es à l'origine du truc, etc., tu dis, attends, t'es gentil, mais moi, sans moi, tout ce truc-là n'aurait pas existé. Mais souvent, t'as des nouveaux qui arrivent, et donc là, t'as des négociations qui font que tu dois, voilà. Moi, ma politique là-dessus, elle est de dire, si ça grossit vraiment de manière comme ça, à un moment, moi je veux, selon les levées, etc., atterrir à 25-30% dans mon ensemble avec mes associés. Et si le truc devient une licorne, je veux 15%, tu vois, quelque chose comme ça. Mais ce qui n'est pas encore arrivé, malheureusement, je touche du bois. Mais en l'occurrence, l'idée c'est vraiment de se dire que j'accepte de perdre un certain nombre de parts, mais en revanche, il faut derrière que ça parte dans les tours, sinon j'ai pas forcément d'intérêt. Écoute, franchement, si tu as l'occasion de nous faire un podcast détaillé sur la relation d'associés et tout ce que tu as appris ces dernières années, je pense qu'il y a très peu de personnes, Mathieu, en France qui ont autant d'expérience que toi. Et moi, je vais dire, chez Life Mentor, on est organisme de formation leader sur la création d'entreprise. Ouais. Il y a personne en France qui forme autant d'entrepreneurs que nous, mais nous, ce sur quoi on est bon, ce qu'on sait faire, c'est vraiment je crée ma première entreprise, je trouve des clients, je la mets rentable, je la développe, je recrute ma première équipe. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu me partages, c'est toi, l'expérience acquise ces dernières années en tant qu'homme d'affaires. C'est-à-dire que tu as réussi à comprendre comment faire marcher plusieurs entreprises en même temps, comment gérer plusieurs associations de formats différents. Il y a peu de personnes qui ont cette expérience. C'est vrai. Ce qui est difficile là-dessus, après, c'est de donner des conseils dans le sens où, en fait, vraiment... Alors, après, il y a quand même des frameworks qui fonctionnent, mais chaque relation est unique. Mais tu as raison... tu vois, nous on a racheté un business en majoritaire qu'on a planté avec 50% des responsabilités avec l'ancienne cofounder et c'est comme ça on a eu des business à énorme succès, mais des business qui ont levé des dizaines de millions d'euros sur lesquels on s'est écharpé la gueule avec nos cofounders. Enfin, on n'est pas et pour le coup là-dessus, sur celui-là, moi je pense vraiment être clean, tu vois. Mais voilà, comme quoi t'as toutes les solutions, toutes les possibilités qui se présentent à toi. Et paradoxalement, c'est pas toujours quand ça se passe mal que les pires situations arrivent. De temps en temps, en fait, t'as des surprises quand le truc se passe très très bien, voire au-delà des expectatives de tout le monde, quoi. Ça enflamme les esprits. Ouais. Alors, je veux t'emmener sur une autre direction. Donc aujourd'hui, t'es créatif, t'as un profil super créatif. Tu utilises Processcom? Tu l'as déjà Non, fait? je connais oui, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait. J'ai entendu quelqu'un en parler chez toi récemment. Ouais. C'était vente privée. Comment il s'appelle? C'est Michael Benabou, mais c'est donc les couleurs et tout, c'est ça, non? Alors ouais, Processcom, en gros, c'est le test de personnalité inventé par la NASA. Tu sais que dans les années 60, la NASA envoie une fusée dans l'espace, la fusée explose, donc, énorme crash, et il y a plusieurs astronautes qui décèdent. Et quand la NASA fait l'enquête, l'analyse sur pourquoi cette fusée a crashé, il tombe sur la conclusion que c'est pas les compétences techniques des astronautes ou des ingénieurs qui ont fait défaut, c'est leur mode
de comportement, leur personnalité qui était très différente. Et donc, ils investissent énormément d'argent via un psychiatre en chef sur ce test Processcom qui donne 6 profils de personnalité, dont le profil rebelle, qui est très créatif, qui aime passer d'un groupe social à l'autre, qui aime passer d'un business à l'autre. Ça m'étonnerait pas que tu sois assez rebelle. Moi, la question que j'ai et aujourd'hui, d'ailleurs, la manière dont tu as structuré tes activités semble très alignée avec ta personnalité. T'es pas quelqu'un qui aime rester sur le même sujet toute la journée, toute la semaine, tous les mois. Non, et pas rester seul, surtout. Ouais. Mais ça, tu l'as appris quand? Parce que si on remonte dans le temps, après ta première création d'entreprise, cette aventure qui se finit par un résultat où tu es à la fois content et pas totalement content, t'as tout donné dans cette boîte à l'époque. T'étais que sur cette activité. À quel moment tu as compris que tu avais besoin, pour être performant, efficace, d'être sur plusieurs choses à la fois? Je pense que tu tapes exactement au bon endroit. C'est-à-dire, en gros, il y a eu 2 enchaînements à ce moment-là. Passer d'une boîte que tu as créée qui t'échappe un peu au niveau du capital, au niveau même de la direction propre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai dit à mes associés et à investisseurs, soit je reprends le lead total sur la boîte. Ça veut pas dire d'ailleurs majoritaire au niveau des actions. C'est juste soit vous me faites confiance. J'ai un mandat de dirigeant et je suis le taulier. Et le vrai taulier, parce que je l'étais, mais plus ou moins. Et vous me faites confiance, vous me laissez 2 ans et voilà. Soit je m'en vais. Et j'ai pas senti une sorte de grosse traction sur l'option 1. Je me suis dit, c'est pas grave. Honnêtement, je leur avais dit, c'est pas grave. C'est l'un ou l'autre. Mais moi, je veux pas être entre les deux. Je veux soit être le patron, soit partir. Je suis parti. Bon. Et en partant, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, attends, qu'est-ce que j'ai vécu? J'avais pas encore 30 ans ou tout juste 30 ans. J'ai fait une levée de fonds. J'ai quand même cédé une partie de la boîte. Enfin, tu vois, ça m'a permis d'acheter un gros bout d'appart. Ça a quand même un peu changé ma vie, mais pas de manière complètement dingue. J'ai appris plein de choses. Je connais le digital. Je sais faire du e-commerce. Je sais faire de la com sur les réseaux sociaux. Je sais faire machin. Je veux plus d'employés et je veux plus de bureau. En gros, à ce moment-là, je me disais, tu sais quoi, je veux être un digital nomade. C'était vraiment, mais c'est là où j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'était toute cette époque-là. Là, j'étais plutôt assez avant-gardiste sur tous ces trucs-là. Et je me disais, attends, j'ai un laptop, j'ai un téléphone. À l'époque, il devait y avoir que de la 3G, je pense. Ça devait quand même plus ou moins marcher. Je devais pouvoir recevoir mes mails. Je veux plus de bureau. Je veux pouvoir bosser d'où je veux. Je veux pouvoir voyager, etc., etc. Bon, il se trouve qu'1 an après, j'ai eu un enfant, donc le digital nomade, ça passe un peu à la trappe, donc tu te resédentarises. Mais dans ce moment-là, j'ai appris plein de choses techniques, c'est-à-dire le SEO encore plus, énormément de choses, mais de ouf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte, tu vois, à faire de la photo dans le détail, faire de la vidéo dans le détail, faire des choses que toi, tu connais probablement un peu parce que tu es dans ces univers, faire des cartes de visite en métal en Chine, acheter en Chine, vendre dans le monde entier sur un site internet que j'ai conçu et designé, il était très moche mais il marchait bien entièrement tout seul. Enfin, faire plein de choses comme ça et me rendre compte, en fait, tu vois, regagner plein d'assurance et arriver à un point où je me suis dit mais en fait je suis malheureux. Enfin, j'étais heureux, j'étais pas malheureux, mais je savais pas trop où j'allais et j'étais seul. Et j'étais heureux dans ma vie privée parce que j'étais pas seul, parce que j'avais un enfant à venir, etc. Mais j'étais malheureux au niveau business parce que j'étais seul. Et moi, j'ai joué au hockey sur glace à un certain niveau, j'ai fait des sports d'équipe, j'ai toujours vécu en bande en fait. Et à un moment, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais en fait, je veux pas de ça, quoi. Je veux pas vivre seul. Il y a plein de gens à qui ça va, plein de gens qui créent des business seuls, ça m'impressionne. Il y a plein de freelance, des digital nomades aussi. Je trouve ça extra et c'est très bien. Mais moi, je suis un gros joueur d'équipe, quoi. Et je trouve ça bien de pouvoir, tu vois, avant de venir ici, j'étais avec Christopher dont je parlais tout à l'heure, mon associé sur Orso, juste avant encore avec Laurent. Je peux appeler ces gens-là juste comme ça, j'ai des idées. Moi, je bosse tout le temps, en fait. Le week-end, j'envoie des messages à toutes les personnes autour de moi. Alors, pas trop aux employés, parce qu'aujourd'hui, il faut plus trop faire ça, parce que je crois qu'il faut respecter certains horaires, mais mes pauvres associés, ils en prennent plein la gueule. Non, mais des bons messages, plus créatifs. Tiens, j'ai écouté ça, j'ai vu ça, etc., etc. Et moi, j'adore avoir cette relation, en fait. Je serais tout seul. Je m'enverrais des messages à moi-même, j'en sais rien, mais tu vois, ce serait... Donc voilà. Donc, durant cette période, j'ai réalisé que, je voulais être le taulier, toujours. Donc je voulais avoir
un gâteau dans lequel j'étais majoritaire. Mais en revanche, je voulais pas être tout seul. Donc, ce que j'ai proposé à mes associés, c'était ça, c'est leur dire, voilà. Et après, eux l'ont accepté. Et depuis, on a quand même vraiment bien bourlingué parce qu'on a quand même en 8 ans une boîte qui a presque 100 personnes. On a acheté plusieurs bureaux. On a donc fait tout ça, tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Donc eux sont contents, mais on est aussi capable de proposer à d'autres personnes d'autres modèles économiques dans lesquels soit on est majoritaire au début, soit on devient minoritaire ensuite. Et encore un message très important pour les créateurs de contenu, que celui-là, ne pas forcément s'enfermer. Les créateurs de contenu ont très souvent en tête le modèle moi je peux le mentionner parce que je l'aime beaucoup, Johan Lopez, qui a la newsletter Snowball sur les finances personnelles. Donc lui, son contenu, c'est des newsletters sur les finances perso, et il est en train de monter plein d'activités autour, mais pour le moment, il est encore seul. Ouais. Et toi, ce que tu as dit et ce que tu prouves avec ton parcours, c'est qu'on peut aussi être créateur de contenu en la jouant au collectif. Comment tu choisis tes associés à cette époque-là? Il y a Laurent Crête, qu'on salue, qu'on connaît aussi via le podcast Le Panier. Ouais. Il y a aussi ton frère, je crois, Pierre, dans l'affaire. Ouais, il y a Pierre Stéphanie. Voilà, Pierre et François Desfossés. Vous êtes 4. On est 4. Et on est en quelle année quand tu les Alors j'ai commencé à bosser avec eux en 2012-2013. On crée Cosa Vostra novembre 2013. Et en fait, ce que j'ai fait, et là où j'ai beaucoup progressé là-dessus, alors là vraiment j'ai une reco à faire dans laquelle je crois fondamentalement et viscéralement, c'est toujours travailler avec les gens. C'est pas un job, quoi. Un associé, c'est pas un CDI ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus fort. Donc, te dire, on va créer une structure, tu vas prendre temps, et puis après on va travailler ensemble, c'est une mauvaise idée. Ouais. D'abord on travaille ensemble, d'abord on essaye un certain nombre de choses, et ensuite on crée la structure. Parce que, en fait, déjà, t'arrives au début sur un truc sur lequel tu vas dire, bon, tu prends combien et je prends combien de parts et pourquoi. Tu vas te prendre la tête sur un sujet qui a pas lieu d'avoir une prise de tête parce qu'en fait, tu sais pas exactement ce que va apporter chacun. Et en plus, souvent, et moi j'ai quand même, depuis ce jour-là, on a quand même dissous au moins 2, alors 2 c'est sûr, peut-être 3 sociétés, en tout cas 2 c'est sûr, avec des gens avec qui on s'est écharpé sur la création de la société avant même finalement de rentrer dans le vrai dur du business, tu vois. Donc là, tu dis en fait ça servait à rien, tu vois. Donc t'expliques un peu les grandes masses, ceux où tu veux aller, ceux sur quoi tu veux aller, comment tu fonctionnes. Après, tu bosses 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après tu crées la boîte. C'est ce qu'on a fait sur Orso, c'est ce qu'on fait sur Alvo, c'est ce qu'on fait systématiquement maintenant, en disant à peu près ce que tu veux apporter. Tu fais attention à pas survendre, parce que typiquement moi aujourd'hui. Mon principal levier, il est communautaire. Mon principal levier, c'est ma création de contenu. Donc, je vais pas dire à mes associés, et j'ai pu décevoir là-dessus, je le sais. Et donc, je fais très attention à ça. C'est-à-dire des gens qui s'attendaient à ce que je bosse avec eux à 100%. Et je leur dis, mais non, c'est pas possible. Parce que déjà, j'ai une agence digitale. Elle est principalement managée par Laurent aujourd'hui. Mais ensuite, j'ai d'autres activités. Puis surtout, je crée du contenu qui va être un levier pour toi. Donc, considère bien que plus je crée de contenu, plus c'est intéressant pour toi, plus je suis visible, ma communauté grossit, plus je pourrais apporter à cette communauté quelque chose qui, toi, va te servir puisque c'est ce que tu proposes, tu vois. Donc, une fois que tu as bien fait comprendre tout ça, t'alignes beaucoup de choses, mais il faut bien aussi expliquer que c'est pas parce que je bosse pas tous les jours dans l'opérationnel de ce business-là que je lui sers pas et que je vaux rien dedans, tu vois. Donc c'est toujours une gymnastique intéressante, mais en tout cas pour le conseil sur le choix des associés, c'est toujours se tester avant 2 mois, 3 mois, 4 mois pour voir notamment certains qui délivrent pas leurs promesses. Des gens que t'attends au tournant et qui travaillent pas comme escompté. Vous avez quoi comme routine de communication avec tes associés, les 3 associés historiques de ton agence digitale et ton agence web? Moi, je suis assez impressionné par la relation que vous avez. Tu vois, moi, j'ai eu 3 associés qui sont partis dans l'histoire de Live Mentor avant de me réassocier avec Anaïs Préto, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est la directrice générale de la boîte, avec qui on bosse ensemble depuis 4 ans aujourd'hui. Et donc j'ai vécu dans ma chair tout le pire qui peut arriver dans une relation d'associés. Et vous êtes encore tous les 4 ensemble, mais vous avez aussi eu visiblement l'intelligence, la bienveillance, l'écoute pour laisser à chacun son espace de liberté, pour toi réinventer un peu ton rôle. Vous avez bossé avec des coachs, vous avez un séminaire annuel que entre associés, comment vous faites?
Alors, on a bossé avec des coachs, mais assez tardivement, et chacun individuellement. Même si moi, j'ai fortement poussé mes associés à le faire. Ouais. Et chacun choisit les siens, et jamais en commun, en tout cas. Okay. On a un séminaire annuel depuis presque toujours, sur lequel on a une matrice assez simple, mais efficace, autour de la transparence radicale. Alors ça, c'est au fur et à mesure de l'année, mais on se dit tout. Et toujours, et pas que entre associés, mais quand même. Enfin, je vais pas dire ça à un stagiaire qui vient d'arriver parce que ça pourrait paraître un peu violent, mais on est très, on n'est pas du tout dans l'hypocrisie. Quand on pense un truc, on le dit tout de suite, très vite, très fort, sans gueuler, avec une manière très objective. On a été formé à la communication non violente, et ça c'est très important parce que Thomas d'Assembourg. Non, alors là c'était il a fait un super livre sur le sujet. Ben voilà, nous c'était Marion Gliviel, mais voilà et en fait ça nous a beaucoup aidé parce que en fait on va dire voilà comment je ressens les choses, pas forcément comment elles sont ou ce que t'as fait c'est de la merde. Tu vas dire voilà, j'ai eu un échange ce matin très cash là-dessus avec un de mes associés qui me montrait un truc et je lui dis honnêtement, pour moi, c'est pas du tout au niveau de Cosa Vostra, tu vois, parce qu'il y a ça et ça. Je rentre dans le détail, j'explique pourquoi, et je lui dis, ce n'est que ma vision subjective de ce que, mais voilà, comment j'ai réagi en lisant ce que tu m'as envoyé. Et ça apporte beaucoup. Dans notre séminaire annuel, une des choses qu'on fait depuis toujours, c'est que on a un temps assez fort où chacun présente. C'est marrant. Hier soir, j'ai commencé à écrire des trucs alors qu'il se fait pas avant 3 mois, ce séminaire. Mais on va faire les wins, les fails. À la limite, je commencerai plutôt par les fails. Les wins de l'année, mais pour soi-même. Et après, potentiellement, pour chacun des autres. Mais d'abord pour soi-même. Donc, mes victoires, mes défaites. Ouais. Et, personnelles. Exactement. Ce que je veux faire sur l'année à venir, ce sur quoi je m'étais engagé l'année dernière. Et voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on découvre chez les uns, chez les autres, des choses sur lesquelles on avait des signaux faibles qu'on n'avait pas vus du tout. Où ils nous disent je me suis foiré là-dessus. Et, ah bon, mais tu considères que tu t'es foiré là-dessus? Mais c'est n'importe quoi. Et c'est pas que bienveillant et bisounours. Hein. Il y a des moments où t'en as un qui va dire je me suis foiré là, et puis tu lui dis t'as oublié un gros truc là quand même. Parce que là tu t'es bien foiré aussi, tu vois. Et on n'est pas dans le jugement. Ouais. On est dans un truc qui est très pragmatique, rationnel. Et qu'est-ce que j'en tire et comment je progresse. Et voilà. Et si en fait, ce que ça amène cette transparence radicale, c'est que justement t'es pas dans le jugement. T'as pas un truc qui grossit à l'intérieur, tu sais, que t'oses pas dire. Un jour, tu vas le recracher violemment avec un truc où tu vois ce truc de famille ou de perso ou voilà. En fait, non. On dit tout de suite. Attends, là, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas d'accord. C'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est un de nos secrets assez importants et on dialogue beaucoup. Et on s'appelle beaucoup. J'ai remarqué un truc chez les plus jeunes. Là, je vais pas passer pour un vieux dinosaure, mais c'est que, en fait, je trouve que le téléphone, c'est devenu un truc de vieux, ouais. Et c'est pas bien. Et en fait, le téléphone a un truc d'organique. Alors notamment quand on est à distance, la visio c'est bien, etc. Mais en fait, juste prendre le téléphone et appeler quelqu'un pour dire des choses, pour prendre des nouvelles. Eh ben, il y a un moment où t'es pas obligé de déjà envoyer un mail pour dire est-ce qu'on peut se parler demain à 9h ou le 10 et le 12 et le 22. En fait, juste, tu prends le téléphone, t'appelles quelqu'un. Et de temps en temps, il y a des gens que ça surprend. Mais tu m'appelles pourquoi? Pour voir comment ça va, tu vois. Et après, généralement, il y a quand même un ou deux messages. Mais en fait, il y a plein de gens, de mes collaborateurs ou de gens que je vais appeler, je les appelle, ils décrochent pas. Et ils me renvoient un message en me disant, en me proposant des dates de rendez-vous. Et moi, j'ai un agenda qui est tellement n'importe quoi que je réponds même pas. Et puis, tu vois, mais... Ouais, c'est un peu les dérives de l'obsession de la productivité. Ouais. Et ça résonne très fort ce que tu dis. Moi, tu vois, je suis tombé dans les dérives de la productivité. J'ai passé des heures et des heures à m'interroger sur comment gérer mon calendrier Google, comment gérer mes emails. Je paye 30 € par mois un outil que tu connais peut-être, qui s'appelle Superhuman, ouais. Qui permet de gérer ses emails. J'ai pas réussi à me lancer complètement dessus. Pourtant, moi, j'adore avec les raccourcis clavier. Et par contre, j'ai une associée Anaïs qui, elle, a toujours son téléphone allumé. Il est pas en mode avion. Et il est jamais en silencieux. Donc, qu'elle soit dans l'open space avec 10 personnes, 50 personnes ou 300, hardcore. Elle mettra la sonnerie et la sonnerie, elle est énorme. Et en fait, j'ai compris au fil du temps que elle adore les appels comme ça. Elle adore les appels imprévus. Et je me suis habitué en fonction de ça. Et j'ai compris aussi ce que tu viens de partager, à savoir la confiance. Ça peut pas
ça peut pas passer par une surplanification et une surprotection de ton calendrier personnel. La confiance, c'est aussi s'adapter à l'autre, c'est aussi avoir des moments où juste t'oublies la montre. T'oublies la montre et tu prends le temps de cette discussion. Et ça, c'est le côté, je parlais d'organique, mais c'est ce côté organique. Et tu vois, aujourd'hui, je suis pas du tout prêt à faire ce que je vais dire là, hein, mais ce matin, je réfléchissais à me dire, je crois que je vais arrêter les emails. Mais complètement. Ouais, là, et au-delà de Slack, tu vois, même en fait, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être esclave de ma boîte mail. C'est affreux. Et tu sais, ma priorité, sont les derniers mails. Alors qu'en fait, tu vois, les gens qui sont sur Inbox 0, en fait, il y a quand même, moi j'aimerais parler de ça avec Xavier Niel, tu vois, mais il y a quand même une sorte de truc où dans ta vie c'est fucked up, quoi. Les derniers messages, même si tu les archives et que tu y réponds pas, tu peux me répondre oui, non, mais je réponds pas à tout. Ok, mais quand même, t'as un acte d'archiver des trucs et en fait, ton temps de cerveau disponible, ton temps disponible, et passe à gérer des interactions de gens que t'as pas forcément demandé, etc., etc. Et en fait, tu finis à être complètement omnibulé partout. Et puis en plus, je parle des emails, mais en fait, ça va être les WhatsApp, ça va être les messages sur Insta, les messages sur LinkedIn. Et en fait, il y en a partout, tout le temps. Et ça me pose un gros problème intellectuel. Vrai sujet pour les créateurs de contenu, la charge mentale générée par l'accumulation de notifications, d'informations sur plein de réseaux différents. On pourrait passer 1 heure, toi et moi. Faut-il répondre à tous les messages? Moi, écoute, je peux juste partager mes 3 règles. La première, j'essaie de tout mettre sur les emails. Justement, j'essaye de dire aux personnes ne me contactez pas sur Slack. J'essaie de faire quasiment aucun Slack avec mon équipe. Et quand des personnes me contactent suite à mes contenus sur Insta, sur LinkedIn, sur Twitter, j'ai un message automatique que j'envoie qui est voici mon mail, contacte-moi dessus. D'ailleurs, ce qui me permet très souvent de constater que la personne ne m'écrit jamais le mail. Ouais. Et donc c'était pas si essentiel que ça. Donc ma première règle, c'est pour être efficace, je centralise sur un canal. Ça me plaît. Ma deuxième règle, c'était justement du coup de creuser énormément les outils d'emailing pour trouver ce qui est à mon sens le meilleur sur le marché, Superhuman, même s'il faut le payer 30 $ par mois parce qu'il est beaucoup plus rapide que Gmail et que la moindre milliseconde de friction, t'es content quand elle s'efface et tu gères tout avec ton raccourci clavier. Et la troisième règle que j'ai compris récemment, pour recevoir moins de mails, faut moins en envoyer. Et quand tu as un profil ProcessCom, promoteur, tu es dans l'action, rebelle, tu réagis, tu as tendance, et moi, à chaque fois que j'écoute tes podcasts, j'ai tendance à vouloir envoyer un mail. J'écoutais ton podcast avec Benabou, de vente privée. Il y a un passage où il parle de la force de vente, l'importance de former ses commerciaux. J'avais tellement envie de l'envoyer à Vélaïd qui gère. J'ai saoulé tout le monde avec ça, Alex, putain, mais quel enfer. Mais ouais. Quand j'écoute ton autre podcast avec Arvia Smithy, j'ai envie d'envoyer un autre extrait. Et en fait, j'ai compris avec le temps que plus j'envoyais ces choses-là, plus j'allais recevoir en retour. Et donc, j'essaye maintenant de me dire, attends, est-ce que tu as vraiment besoin d'envoyer ça? Oui, c'est du super contenu. Oui, c'est super intéressant. Oui, ça ferait du bien en plus à Mathieu que tu fasses découvrir son podcast à encore plus de personnes. Mais tu vois, que ce soit sur des partages de contenu ou sur des réflexions que j'essaie d'y aller un peu plus mollo. J'aimerais t'interroger sur autre chose. Donc, on a compris que ce qui donnait de l'énergie, Matt, c'est d'être sur plein d'activités différentes. Et tu t'es créé une belle vie professionnelle en ce sens. Ce qui te donne de l'énergie, c'est de pas être seul, d'être avec des associés que tu as choisis, que tu aimes, avec un deal qui te va. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie à part ça? Tu as mentionné le sport, mais tu peux me dire ce que tu veux. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière la cocotte minute Mathieu Stéphanie. J'ai un triptyque très important qui peut paraître simple, mais en fait que j'ai bien découvert au travers des années d'entrepreneuriat, de vie de papa, d'écoute de podcasts, etc., qui est très simple, mais qui est hygiène de vie, donc nourriture, sommeil et sport. Et en fait, si tu lis juste même un livre comme Sapiens, en fait, tu te rends compte juste que l'Homo sapiens, il vivait de manière très simple. La journée, il allait chercher de quoi manger. Il essayait de bien s'alimenter, mais pas trop non plus. Enfin, s'il pouvait s'alimenter trop, il le faisait, mais il pouvait pas. Donc, de toute façon, voilà. Il dormait bien, et puis il dormait avec le soleil. Donc, de toute façon, voilà.
Et comme il était actif toute la journée pour aller chercher à manger, voilà. Aujourd'hui, on se sédentarise sur plein de choses. Donc, si tu passes ta journée, potentiellement, moi, si je poussais à l'extrême, je suis en scooter, je l'ai dit, pas encore en cow-boy. Je suis devant des ordinateurs ou des micros, donc je bouge pas. Et puis, j'ai eu des tendances à, je sais pas, moi, jouer à la PlayStation trop tard le soir. Ça fait bien longtemps à faire des choses. Et en fait, si je dors, je pensais que je pouvais dormir 4 heures par nuit. Moi, pendant très longtemps, je dormais 4-5 heures par nuit. Puis je réussissais. En fait, je vivais, je survivais, mais j'étais moins heureux. Et j'étais chiant avec les gens autour de moi. Et ta femme, elle disait quoi? C'est-à-dire qu'elle s'endormait à 23 heures, minuit. Ouais, et puis moi, je m'endormais à 2 heures du mat. Je me réveillais à 6-7 heures. Et puis, il y avait pas de... Voilà. Mais en fait, j'étais vraiment moins heureux dans ma tête, enfin voilà. Donc là, je suis plutôt remonté à 6 heures, 6-7 heures, mais 6 heures, ouais, généralement en moyenne, je dirais. Et puis, je mange bien et je fais beaucoup de sport. Et alors, en fait, c'est quoi manger bien? Qu'est-ce que mange Mathieu Stéphanie? Qu'est-ce que je mange? C'est ça qui me passionne. Non, mais c'est vrai. Tout le monde se moque de moi dans les bureaux. Mais je fais attention au sucre. Donc au sucre dans son ensemble, sucre lent, sucre rapide. Ça veut pas dire que j'en mange pas. Je me fais plaisir, mais féculents. Donc je vais manger des sucres le matin un peu, tartines, etc. Simple. Tu prends un petit déj? Ouais, je prends un petit déj. Je fais pas de jeûne intermittent. Ça serait à la limite un truc à faire pour si je veux. Là, je suis en époque de triathlon. Je cours dans 1 mois et demi, donc il faudrait que je perde 3-4 kilos. Donc à la limite, ça pourrait être un truc que je pourrais supprimer pendant quelques semaines. Et après, j'essaye de manger quasiment pas de sucre lent. À la limite, une tartine de pain, peut-être, enfin une tartine, un bout de pain le midi ou le soir, mais non, plutôt le midi d'ailleurs. Mais voilà, que des légumes et viande ou poisson. Et je limite depuis quelques années maintenant viande et poisson. Je suis pas du tout ayatollahesque là-dessus, mais je fais quand même attention à manger moins de chair, on va dire. Donc dès que j'y pense et dès qu'il y a un menu végétarien qui me plaît, j'y vais sans problème. En fait, je suis surpris parce que je me disais avant, ouais, non, pourquoi? Et en fait, maintenant, je vois que c'est souvent très bon, très bien fait. Ducasse m'a clairement convaincu là-dessus aussi récemment. Et donc voilà. Mais donc l'alcool, j'aime bien l'alcool. J'aime pas l'alcool en soi. J'aime le vin et la bière. J'aime pas du tout les boissons très alcoolisées. Après, tu me mets des cocktails ou des choses comme ça, c'est de temps en temps, mais je fais attention. Et alors j'arrête souvent de boire pendant 1 mois. Là, je vais le faire avant une course. Je le fais tous les mois en novembre. Après, l'alcool, bon, je pense qu'il faut aussi savoir se faire plaisir. Tu vois, tu bois toi? Tu bois pas? Non. Moi, j'ai arrêté il y a 1 an. T'as arrêté il y a 1 an. Moi, en fait, ouais. Le vin, notamment, si je rebois ne serait-ce qu'un demi-verre de cidre, tu me retrouves par terre en train d'agoniser. Mais mon corps s'est désensibilisé. Ouais. Je connais, donc 1 mois, tu vois ce que c'est que de vivre sans alcool. C'est-à-dire que notamment, tu vois que les gens te disent, ouais, t'es chiant, tu bois pas, etc., etc. Typiquement, moi, j'aime trop le vin pour me dire, j'arrête ça, quoi. Le reste, je pourrais arrêter, mais le champagne, j'en veux plus presque. Enfin, je peux boire une coupe de temps en temps, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Mais les bons vins rouges et quelques vins blancs, c'est trop dur. Et le sport, parce que tu t'as décrit tout à l'heure une réalité possible et très possible pour beaucoup d'entrepreneurs. Je commence ma journée, je me mets sur mon ordinateur, je fais des zooms non-stop, je bouge pas, j'ai le dos courbé, je me défonce la colonne. Je vois pas la lumière du jour si j'ai pas la chance d'avoir un bureau bien situé. J'ai des rendez-vous à faire pour des partenariats, pour des rendez-vous clients, pour des rendez-vous fournisseurs. Je prends le métro, le scooter. Je bouge pas non plus mon corps. Toi, est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous partager sur comment réintégrer le sport dans son quotidien? Déjà, moi, j'ai un tracker d'activité sur mon poignet. Ouais. J'en ai eu différents. Moi, j'aime bien les montres, donc du coup, j'ai du mal à avoir qu'une seule montre. Voilà, mais donc j'essaie de regarder si je fais beaucoup de pas ou pas beaucoup de pas. Là, en ce moment, j'en fais beaucoup. Mais voilà, si je vois, tu vois, en confinement, quand je voyais que j'étais à 2 ou 3 000 pas par jour, je partais avec mon téléphone, j'allais tourner autour du pâté de maison. Tu mesures. Première règle, c'est on mesure. Voilà, je vais être certain que tu bouges en fait, quoi, parce qu'on a besoin de bouger.
bouger. Ouais. Et enfin, la sédentarisation est pas un truc naturel pour nous. Et voilà. Donc ça, c'est une des choses importantes. Et puis après, moi, je me mets des défis. Donc, tu vois, la semi-Ironman, il y a un mois, j'étais en panique absolue de faire ça dans un mois parce que en fait, j'étais pas du tout prêt. Et ces défis me permettent de me dire, en fait, tous les ans, j'ai fait marathon, j'ai fait triathlon, j'ai fait voilà, semi-Ironman. Je vais pas pousser beaucoup plus loin parce que c'est très difficile à concilier avec la vie pro, la vie de famille, comme ça, tu vois. J'ai dû faire 200 km de vélo ces 3 derniers jours. Ça peut être assez violent, tu vois. Donc du coup, faut bien le gérer. Mais en revanche, il y a des gens qui voient ça comme qui te disent j'ai pas le temps. Mais en fait, c'est du temps que tu gagnes au niveau business, au niveau perso. Tu t'épuises, tu dors mieux, tu penses. Tu t'extrais des choses, tu penses. Tu vois, j'ai des phases où je fais faire un peu de méditation. Là, en ce moment, j'en fais pas du tout parce que j'en ai pas besoin. Je cours, je fais du vélo, je fais en moyenne, j'irai plus d'1 heure de sport par jour, tu vois. En ce moment, hein, c'est pas toujours comme ça, mais je nage. Je veux dire, à un moment, quand tu nages, moi, je pense pas business ou choses comme ça. Dans les détails, je prends de la hauteur et je vois un peu les choses dans ma vie qui me vont pas, les choses que je veux changer. J'ai des idées, etc. Donc c'est très bénéfique au-delà de la santé. Je te soutiens à 3000%. Moi, je me rappelle très clairement des 5 premières années de Live Mentor qui ont été des années catastrophiques économiquement. On a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé sur ces années-là. Et je faisais absolument aucun sport. Je dormais très mal. J'avais pas d'énergie. Et j'ai découvert ces dernières années à quel point faire du sport te donne de l'énergie, te permet d'être plus vivace, de prendre les meilleures décisions, d'être plus en forme, d'être meilleur aussi dans ta communication avec les autres. Et ça t'aide à dormir. Et ça t'aide à dormir. Et c'est con, mais quand t'as du stress, tu dors mal. Quand tu fais du sport, tu rentres dans cette dynamique où tu fatigues ton corps et pas que ton esprit, bah tu vas dormir mieux. Et en fait, tu vas paradoxalement du coup diminuer ce stress parce que tu vas pas passer tes nuits à te tordre le cerveau dans des trucs parce qu'en fait, t'arrives, je veux dire, moi hier, je suis allé me coucher, honnêtement, de papy, hein, mais j'ai fait tellement de sport ces derniers jours, à 22h45, j'étais agonisant en fait. Je dormais à 23h, mais à point fermé, tu vois. Et ma femme est rentrée plus tard. Je pense et ça m'arrive souvent maintenant, parce que tu vois, là, je me fais des grosses nuits, etc. Parce qu'en fait, je suis parti, quoi. T'as pas le choix. Autre question, peut-être plus intime, et tu me dis si tu veux pas y répondre. Derrière toutes ces activités que tu as, est-ce qu'il y a une peur que tu essayes de combler? Je te partage une réflexion que m'a fait un grand créateur de contenu français que je vais pas nommer parce que c'est anonyme, mais dont j'ai la chance d'avoir été le coach pendant quelques mois, et qui me disait, moi en fait Alex, j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. J'ai pas peur de mourir au sens j'ai peur de mourir demain en traversant la rue, mais j'ai peur du jour de mon enterrement où ça sera la fin, et j'ai tellement d'envie, j'ai tellement de projets en tête, j'ai envie de faire tellement de choses, j'ai tellement peur de pas avoir assez de temps durant ma vie que je me mets toujours de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles formes de contenu que je crée, un livre par-ci, un autre produit par-là, un truc en ligne à un autre endroit, la création d'un lieu physique. Et il me disait, je sais qu'au fond, je dois aussi faire un travail spirituel pour apprendre à me calmer. Est-ce que ça résonne quand je te partage ça ou pas du tout? Ça résonne parce que je vois des gens et j'en ai rencontré. Je crois pas avoir peur de mourir, même si l'idée m'enchante guère. Hein, tu vois, en revanche, j'aurais plus peur de mourir sans avoir fait le max dans ma vie. Tu vois, et en me disant en fait, j'ai vécu une vie à 20%. Tu vois, pour aller même au-delà de ça. J'aimerais pas, au-delà de vivre une vie à 20%, ça c'est très personnel, mais que ma vie n'ait servi à rien. Et servi à rien, c'est par rapport aussi aux autres. Tu vois, et plus ça va, plus je vois un peu la mission que je me suis petit à petit mise sur le dos. Et je pense qu'on a des missions assez communes, Alex. Mais tu vois, qui est de se dire, moi, je veux pas être inspirant en tant que Mathieu Stéphanie. Je suis pas un gourou à me dire, voilà. En revanche, je veux créer des contenus inspirants. Je pense que l'homme ou la femme, l'humanité a ça de plus que les animaux, c'est qu'on peut réfléchir, on peut faire des choses intelligentes. On n'est pas justement, on a dépassé ce stade où on dort, on cherche à manger, on se reproduit.
et on fait de l'activité physique, on a de la créativité, on a une activité intellectuelle, on a des gens inspirants. Comment on crée tout ça pour faire justement un jeu à somme positive systématiquement? Comment on aide tout le monde à s'extraire d'une condition pas bonne vers une condition bonne? Comment, moi je crois fondamentalement que tous les êtres humains peuvent être, est-ce que c'est le bon terme, wealthy, tu vois, pas riche, mais en tout cas dans une bonne condition. J'aimerais que mon rôle et peut-être mon angoisse dans la vie est plus de me dire si à la fin je meurs et que j'ai servi à rien, honnêtement, à quoi bon? Tu vois, moi je suis fils de médecin, mon père il aura servi à quelque chose, au moins à sauver des gens. Mais après, voilà, et donc si je peux être une toute petite goutte d'eau dans cet océan, je trouve ça hyper intéressant. J'apprécie beaucoup le fait que tu mentionnes qu'est-ce qu'on peut faire nous, entre guillemets, créateurs de contenu autour du développement personnel et le gouvernement. Je trouve ça très 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 important de rappeler que le changement il est à la fois individuel mais aussi collectif. Et ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon deuxième bouquin, Entreprendre et surtout être heureux, où je dis à la fois, oui, on peut nous tous, à titre individuel, s'inspirer, se mettre des objectifs, apprendre. Internet est catastrophique pour plein de raisons, mais est merveilleux pour ça, est merveilleux parce que c'est un endroit d'apprentissage gratuit, et donc on peut tous, comme tu le racontais à l'exemple, à l'époque où tu as appris le référencement naturel, où tu as appris à faire ton site e-commerce qui vendait des cartes de visite en métal, on peut tous viser un peu mieux le jour d'après. Et en même temps, je trouve ça très important que des gens comme toi et moi, aussi parce qu'on est en France, on rappelle que certains combats sont collectifs. Et pour ne pas tomber dans une culture du dev personnel américaine, qui est une injonction à outrance et qui peut être culpabilisante pour certains individus en leur disant mais si tu n'y arrives pas c'est que t'es nul entre guillemets. Et il y a une responsabilité collective, une responsabilité individuelle, et il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir une action en tant qu'individu sur le collectif. Je vais prendre, alors moi j'essaye de l'avoir sur ce qu'on peut appeler en effet du développement personnel ou justement de l'entrepreneuriat, comment je peux me tirer vers le haut, essayer de tirer les autres vers le haut autour de moi. Mais tu vois, si je prends un exemple simple, tu vas prendre, il y a quand même des gens qui sont payés pour nettoyer ce que les autres gens jettent dans la ville, ou les déjections canines, ou les choses comme ça. En soi, c'est quand même complètement aberrant. Tu vois, tu te dis c'est quand même fou d'avoir un truc où il y a des gens qui sont payés pour ramasser ce que tu vas jeter par terre. Tu ne jettes pas les choses par terre, tu vois, c'est complètement dingue. Bon. Donc ça, il y a des choses comme ça où tu te dis en tant qu'individu et en répondant ce message, tu peux dire aux gens arrêtez de jeter vos mégots, vos crottes, vos machins, je sais pas. Il y a un voyage au Japon ouais. Te change la vie là-dessus quand tu découvres qu'il n'y a pas de poubelle dans les rues. Exactement. Mais même plus proche, hein, à Stockholm, bon après Singapour, plein d'endroits. Bon. Ça c'est une chose. Après il y a d'autres approches plus régaliennes, l'éducation, la sécurité intérieure, la défense, etc., les hôpitaux, etc. Où ça en effet je vais pas soigner les gens autour de moi pour les autres, je vais pas faire des cours de français, cours de maths. Où on a besoin de cette cohésion collective, tu vois. Mais t'as fait passer dans ton podcast Time for the Planet, une boîte dans laquelle moi je suis associé. J'ai mis pas mal de sous et je trouve ça génial que tu utilises ton podcast pour faire connaître un projet comme ça qui justement fédère des énergies individuelles dans un objectif qui est collectif. Et tu vois, j'en parlais ce midi avec Georges Mohamed Chérif de Buzzman et qui avait potentiellement même s'il est passé sur mon podcast mais sur une perception de mon podcast Génération It Yourself sur la réussite et potentiellement presque devenir riche, etc. Et je dis non, et même la martingale que j'ai, hein, je dis mais moi je m'en fous en fait, je m'en fous de tout ça. Moi c'est pas du tout, et la plupart des gens même qui viennent en fait, moi ce que je veux comprendre c'est le monde dans lequel on vit, c'est trouver les meilleurs dans tous leurs domaines pour que toi en tant qu'individu tu puisses te dire comment, grâce à ces personnes qui sont super fortes, dont Arthur Aubeuf dans son domaine, dont Chanty sur ses biscuits, donc plein de gens, comment je peux m'en inspirer, dont toi d'ailleurs, hein, puisque t'es venu aussi, on en reparlera, il y a longtemps d'ailleurs, et comment je peux m'en inspirer pour moi dans mon domaine, devenir le meilleur. Et
Et là-dedans, moi, parmi les gens qui m'inspirent le plus, c'est pas du tout les plus riches. D'ailleurs, souvent, même parmi les plus riches, tu vois qu'il y en a beaucoup qui vont tout redonner. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir ces nouveaux mouvements qui arrivent en France avec des gens, tu vois, Pierre-Édouard Stérin, pas mal d'autres, qui rentrent dans des mouvements où ils donnent tout et où en fait l'objectif n'est pas la richesse monétaire, financière, personnelle, mais plutôt le chemin et l'apprentissage. Non, mais là-dessus, moi, je sais pas comment il avait imaginé ça. Georges Mohamed. Georges Mohamed, c'est pas facile de retenir son prénom, mais le fondateur de cette agence de communication Bossman. Mais je trouve qu'au contraire, dans ton podcast, tu ne poses jamais des questions sur combien tu gagnes. T'es au contraire, je trouve, très fort pour aller déconstruire toute l'histoire de la personne et comprendre comment elle a fait ses choix de vie et qu'est-ce qui lui a donné de l'énergie. Ça m'empêche pas d'essayer de savoir combien elle a vendu une boîte, ou etc., pour comprendre les volumétries de choses, mais pas pour la richesse personnelle, ouais. Et je suis obligé de conclure cette interview avec ta question fétiche que je te retourne. Comment est-ce que tu apprends, Mathieu? Écoute, j'apprends. Déjà, j'ai la chance d'apprendre avec mes invités, et ça toutes les semaines, et qui sont des gens extra. Et en plus, moi, je suis en phase, donc c'est moi qui pose leurs questions. Donc ça, c'est de la folie. C'est vraiment une sorte de coaching permanent. Je me force pas d'ailleurs, mais obligatoire, puisqu'il faut quand même que j'avance, etc. Et après, j'en écoute aussi beaucoup, quoi. Tu vois. J'ai écouté ce week-end un épisode de l'autre méta-podcasteur Joe Rogan, qui est pas mal décrié d'ailleurs, mais quand tu écoutes certains, là c'est un épisode avec Naval Ravikant, je te donnerai le lien, un épisode de 2 heures je pense, je l'ai écouté 2 fois en une semaine, tu vois, et parce qu'il y avait tellement de concepts, tu vois, récemment sur le Web3, Frédéric Montagnon, pareil, mes podcasts, je les réécoute peu, mais celui-là, je l'ai réécouté en me disant, waouh, il faut quand même que je m'imprègne de ces trucs-là. Donc voilà, je lis quand même pas mal. Alors il se trouve qu'en ce moment, je suis picousé à Naval Ravikant et je lis un truc qui s'appelle The Almanac. Tu le connais? Tu vois qui c'est? Oui, oui. Pour le présenter à tout le monde, c'est le créateur d'une plateforme américaine qui s'appelle AngelList, qui permet à des startups de lever des fonds et qui permet à des personnes qui veulent investir en startup de se syndiquer, de se regrouper pour faire ces investissements. Exactement. Et moi, je l'avais découvert sous le prisme du goal-based investment, l'investissement par objectif, où le mec racontait, je crois que c'était chez Tim Ferriss cette fois-ci, qu'à 24 ans, il avait déjà payé son mariage et sa bague de fiançailles, parce qu'il avait ses objectifs dans la vie qui étaient posés, mais il n'avait toujours pas trouvé sa femme, tu vois. Et en fait, dans ses objectifs, il y a, mais sa manière de gérer l'argent, en fait, est hyper intéressante et très pertinente. C'est-à-dire que lui, il se dit pas, je veux être le plus riche, il dit, je veux juste pouvoir payer ça dans ma vie, les études de mes enfants, les choses comme ça. Tous les ans, telle typologie de vacances à tel prix, 2 fois par an. Et puis après, une fois que tout ça, t'as l'argent qui part un peu partout à chaque fois que c'est versé sur ton compte. Et puis à la fin, il appelle ce qui reste, il dit, ça c'est le guilt-free money, ça. Donc t'as aucun problème, tu le dépenses. Donc voilà, j'écoute beaucoup de podcasts. Je fais très attention à mon temps de cerveau disponible, à mon temps de cerveau. Je m'abonne pas à n'importe quel truc sur... alors évidemment, tu trouveras de la merde quand même si tu creuses un peu, mais sur Instagram, sur TikTok. Alors TikTok me propose aussi de la merde, ils sont très forts là-dessus. Mais tu vois, j'essaie vraiment de sélectionner les comptes auxquels je m'abonne, les bouquins que je lis, les séries que je regarde. Je vois pas de télé en direct, jamais, depuis plus de 10 ans. Mis à part les matchs de foot, peu de choses près, c'est ça. Et donc tout mon temps est vraiment alloué à des choses qui me grandissent plutôt que des choses qui me tirent vers le bas. Ça, c'est un truc important. Et c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Mathieu. Et moi, j'ai une question avant de te laisser. Qu'est-ce qui vaut notre épisode qu'on a tourné? Parce qu'on a tourné combien de temps? Parce que il y a longtemps. Est-ce qu'il est périmé ou pas? Est-ce qu'il faut le recommander à tout le monde, l'épisode qu'on a tourné tous les deux sur Génération? Non, on avait fait 2 épisodes, je dis pas de bêtises, sur ton podcast. Ah oui, pardon. Je suis passé 2 fois, je crois, chez toi. Le premier est périmé parce que j'y présentais l'ancien modèle de Live Mentor sur les cours particuliers. Le deuxième est d'actualité. J'y présentais, c'était pas totalement les débuts, mais on était long. C'était il y a longtemps. La boîte a pas mal changé depuis. Mais c'est peut-être intéressant d'écouter les deux aussi. On voit l'évolution d'Alex. Est-ce que tu as eu tes 2 casquettes ou pas? T'en as eu 0? J'en ai eu 0. Donc tu fais partie des rares qui peuvent avoir 2 casquettes. Il y a pas de gens qui ont fait 2 épisodes. Je veux mes 2 casquettes. Je te dois 2 casquettes Génération Nature Self. C'est des casquettes qui sont réservées que aux invités. On a quelques auditeurs ou une auditrice qui nous les demande et on refuse catégoriquement de les donner. J'ai hâte de les avoir. Merci beaucoup de ton invitation. Merci à toi.
Si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, je vous invite vraiment à prendre des notes à la fin de cet épisode. Si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, il y a des pépites qui ont été partagées par Mathieu. Par exemple, ce qu'il vient de nous partager sur le régime de contenu. Si vous voulez améliorer votre corps, vous sentir en meilleure santé, vous faites un régime alimentaire, vous enlevez les sucres, vous enlevez tout ce qui peut vous faire du mal au quotidien, ce qui peut vous enlever de l'énergie. Si vous êtes créateur et créatrice de contenu, vous devez faire des newsletters, des vidéos YouTube, des podcasts. Vous devez vous nourrir également en contenu. Et quand Mathieu nous raconte qu'il fait super attention au contenu qui arrive à lui, je pense que c'est inspirant pour tout le monde. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui vient de lancer son blog, quelqu'un qui vient de lancer sa chaîne YouTube, quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on y répondra avec plaisir. Merci.